de discipline, il a parlé de cohésion, il a parlé d'humilité pour être à l'écoute du peuple et servir le peuple et être sur le terrain. C'est en somme ce que nous avons discuté aujourd'hui. Et moi, je tiens à dire que je suis très satisfait de voir qu'il y aura cette cohésion-là entre les membres du gouvernement, parce que c'est de la cohésion entre membres du gouvernement qu'il y aura cohésion aussi dans la population. Discipline, travail, réduction du train de vie de l'État est le credo de ce troisième Premier ministre de Roch Marc Christian Kaboré. On va essayer, dans cette dynamique de réduction du train de vie de l'État, d'essayer de nous mettre proches des populations sans faire souffrir l'État. Donc, les parrainages, je ne sais pas comment on les appelle, on va essayer de réduire ça au maximum et pour que les ministres se consacrent à leur travail. On ne dit pas de ne pas aller au terrain, et sur le terrain, les ministres iront sur le terrain, mais sur des questions essentielles et des questions qui concernent leur ministère. La réduction du train de vie de l'État passe par la diminution ou l'arrêt des nombreux parrainages d'activités auxquels se consacraient les ministres. Un ministre gendarme de ses pairs, le ministre Abdoulaye Bamogo, chargé de la prospective et des réformes structurelles, veillera à ce que chaque ministre remplisse sa mission. La priorité du gouvernement Lassina Zerbo, comme on le sait, c'est la lutte contre le terrorisme avec l'aide et le concours de tous les Burkinabés. Idi Komogé, vous êtes en même temps chef de file de l'opposition politique. Vous avez donné un ultimatum à Roch Marc Christian Kaboré sur la situation nationale. L'ultimatum est passé. Oui, c'est vrai. L'ultimatum est passé. Nous avons fait une évaluation théorique et nous sommes passés à l'évaluation pratique. C'est-à-dire que dans les jours à venir, nous allons rendre visite au chef d'état-major général des armées, à la direction nationale de police, pour voir si les équipements que nous avons demandés ont été acquis ou sont en voie d'être acquis. Pour voir s'il y a eu les équipements au niveau enfin, la gendarmerie, la police. Au niveau de les hélicoptères ont été équipés pour pouvoir apporter un soutien. Ensuite, nous allons aviser. Et nous allons également voir quelles dispositions ils ont pris pour s'occuper des personnes déplacées internes, parce qu'ils meurent de faim parfois et qui n'ont pas de logis dans ce froid-là. Et nous avons vu que sur le plan gouvernemental, ils ont bougé, parce que le Premier ministre a fini par jeter l'éponge. Je lui rends hommage d'ailleurs, parce que c'est un homme patriotique. Il s'est donné malgré son âge, mais il a reconnu ses limites. Nous avons vu qu'ils ont resserré le gouvernement. Bon, un gouvernement resserré, c'est bien, mais quel est l'objectif de ce gouvernement resserré? C'est peut-être pour faire un gain marginal de ressources, peut-être pour appuyer les forces de défense et de sécurité, mais ce n'est pas suffisant pour resserrer. Ça permet peut-être d'être plus ressoudé, comme ils l'ont dit. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas soudés? Est-ce qu'il y avait des problèmes entre gouvernements? Je ne crois pas. Non, je pense que ce sont des termes. Nous allons évaluer et nous allons aller sur la base très pratique. Et nous avons déjà écrit au ministère, à ces institutions-là, et au ministère, à certains ministères, où nous allons certainement les rencontrer, et même les écoles pour voir comment ils entendent s'y prendre, qui nous donnent des délais assez clairs. Parce que l'objectif, ce n'est pas que le CEFOP sorte menacer ou sorte faire quoi que ce soit. Le Burkina en a marre de vivre cette situation d'insécurité et le Burkina souffre également. Et s'il n'y a pas de résultat, nous allons donc aviser. Seka Coulibaly, on l'attendait, hein, ce nouveau gouvernement, ce nouvel exécutif. C'est vrai qu'on a mis du temps pour avoir le Premier ministre. On a également mis un peu de temps quand même pour avoir cet exécutif resserré. Mais finalement, avoir les figures avec des revenants comme Adizatou Sorine Coulibaly à la diplomatie, mais aussi Ismaïla Ouedraogo à l'environnement. Mais de façon globale, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'arrivées également et on peut dire que c'est une équipe aujourd'hui resserrée qui peut faire l'affaire. Il peut répondre aux défis du moment. Oui, le gouvernement, de toute façon, peut toujours faire l'affaire. Et si on considère les prérogatives qui sont dévolues par la Constitution et les pouvoirs dont dispose chaque ministre, normalement, une action gouvernementale qui est conçue par le chef de l'État et qui est
attribués à chacun des membres du gouvernement devraient donner des effets positifs. Comme on l'a dit, il s'agit maintenant, avec le remaniement qui a été opéré, d'apprécier dans le temps, est-ce que c'est un remaniement qui porte des impacts sur la situation qui a été incriminée et qui a conduit même certains à demander la démission du chef de l'État lui-même. Est-ce que ce gouvernement, du point de vue de l'image, assure donc cette fonction d'apaisement qui est aussi recherchée par le chef de l'État à partir de son discours du 25 novembre? Est-ce que les personnalités qui ont été portées dans le gouvernement permettent d'apaiser cette contestation politique et qui a été exprimée aussi par l'opposition politique? Deuxièmement, est-ce que du point de vue de leur profil et de leur expérience, ce gouvernement peut permettre d'atteindre les résultats rapides qui sont attendus par tout le monde, à commencer par les victimes de la situation sécuritaire, les personnes déplacées et ceux qui meurent aussi sur le terrain. Autant de questionnements. Hein, je pense que le cadre d'évaluation du gouvernement est très clair. Ils en sont conscients. Ils ont reçu peut-être leur démission. Je ne l'ai pas vu circuler. Mais peut-être la petite complication, c'est qu'ayant un nouveau Premier ministre, il faut forcément qu'il aille rechercher un adoubement par le Parlement en présentant sa lettre, son discours de politique générale. Donc tout cela oblige à encore attendre pour voir est-ce que le plan qu'il va proposer au Burkinabé, dans la théorie, permet d'atteindre des résultats déjà. Donc c'est encore un niveau où on est obligé de patienter. D'attendre et de les voir au pied du mur. Exactement. Direction Canal Olympia, Ouaga 2000. Bonsoir, Herman Nazé. Bonsoir Robin Guébré, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous sur le plateau. Tout à l'heure, à 20h30, vous allez prendre l'antenne pour un direct. C'est bien sûr la grande finale de Pépites d'entreprise. L'acte 2, c'est bien ça, la grande finale. Exactement. Après donc 11 mois de compétition acharnée, 11 mois de formation, de coaching, de rencontres avec des hommes d'affaires influents, 11 mois de réseautage. Et bien aujourd'hui, on va découvrir la pépite d'or. Le meilleur jeune entrepreneur burkinabé. Ils étaient plus de 300 au départ et aujourd'hui, ils sont 4 en finale. 4 en finale, donc, avec des projets qui ont convaincu, en tout cas durant toute cette compétition, cette télé-réalité, les membres du jury. On aura le vainqueur ce soir et qui va repartir quand même avec de gros lots. Exactement, le vainqueur donc s'en sortira avec la bagatelle de 15 millions de francs CFA et bien plus encore. Et donc, il n'y a pas moins de 30 millions qui seront donc distribués aux différents lauréats ce soir. Donc, à partir de 20h30, juste après donc votre plateau, Robin Guébré, on va retrouver donc ces jeunes entrepreneurs dynamiques ici en direct. Merci, Herman Nazé. À tout à l'heure, donc, 20h30 pour la grande finale de Pépites d'entreprise. Et voilà. On parle à présent, puisqu'on reste dans le domaine de la télévision, avec l'UBS TV qui était chez le président de l'Assemblée nationale cette semaine pour un plaidoyer lié justement à cette affaire de coupure de signal qui touche une dizaine de chaînes de télévision appelées à payer en tout cas quelque chose comme 88 500 000 francs CFA par an. Pas du tout aisé donc pour les patrons de presse. Les patrons des médias privés font des propositions concrètes pour supporter le coût de la redevance à eux imposée par la Société burkinabé de télédiffusion. Selon ces patrons, la SBT exige d'eux la somme de 6,5 millions de francs CFA par mois. Les médias réunis au sein de l'Union burkinabé des diffuseurs de services télévisuels. Le non-paiement de cette redevance a occasionné la suspension de près d'une dizaine de chaînes de télévision nationales sur le réseau TNT, télévision numérique terrestre. Reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale ce vendredi, il sollicite la médiation de Alassane Bala Sakandé pour une prise en compte de leurs solutions. Nous sommes dans une situation de cumul d'arriérés de plus du milliard. Donc, nous avons simplement fait des simulations en disant que si on demande à chaque Burkinabé de payer pour sa télé 500 francs CFA par mois, j'insiste bien,
on va dépasser le besoin de financement de 2 milliards par an. On aura même pratiquement l'équivalent des 2 milliards en moins de 2 mois d'abonnement. Et ça permettrait non seulement à la SBT d'avoir un retour sur investissement, mais de développer des fonds de soutien à la production audiovisuelle, ce qui manque au Burkina Faso. Donc ce sont des solutions aussi concrètes que celles-là qui vont de paiement de 500, de 1000 francs ou de 2000 francs par mois, ce qui est sur chaque chose à un coût. Et on ne peut pas continuer à mentir en disant que nous pouvons alors qu'on ne peut pas. Depuis fin 2017, le pays a basculé vers la TNT, une nouvelle technologie de diffusion qui permet de recevoir la télévision en qualité numérique par une antenne râteau. Et l'opérateur public de diffusion de la TNT est la SBT. En 2020, au titre de ses redevances justement, la SBT a recouvré près de 139 millions de francs CFA sur une prévision de plus d'1 milliard de francs CFA. Avec nous, Charles Mayabissi de l'UBS TV. Bonsoir. Bonsoir, Robin. Visiblement, vous semblez quelque peu incompris sur cette question. Ce que vous demandez, ce n'est pas seulement que les téléspectateurs supportent les charges liées à la TNT. Je suis sûr qu'on vous comprend. Il s'agit déjà, dans un premier temps, de comprendre la mission que nous avons. Nous sommes quand même des éditeurs de services publics, donc nous sommes des concessionnaires de missions de services publics, donc concédées par l'État, c'est-à-dire donc donner l'information aux populations. Et quand vous partez de cela, vous comprenez que, quelque part, il ne s'agit pas donc, de produits commerciaux. Voilà. Donc l'information en elle-même à produire est quelque chose de très particulier. Lorsque vous allez dans d'autres pays où on fait la distinction au niveau de la typologie entre les médias commerciaux et les médias communautaires, à qui on peut donner de la subvention, eh bien, les médias commerciaux ne leur imposent pas certaines choses. Et il faut reconnaître que nous, depuis que la libération des ondes a été faite dans les années 90, eh bien, il s'est agi de constater que nous sommes dans une situation où on dirait que ces médias sont nés avec une tare congénitale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas été pensé. Et là, nous questionnons la vision même de ceux qui ont créé donc, cette situation par rapport à ce qu'on attend des médias. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans des termes où il y a un peu quelque chose qui est totalement alambiqué. Tout à fait. On vous dit, par exemple, mission de service public, et on vous dit en même temps entreprise de presse. Oui, il y a quelque chose qui est paradoxal. Tout à fait, parce que j'entends déjà dire sur les réseaux sociaux que vous êtes des entreprises privées, les Burkinabés n'ont pas à payer ou l'État n'a pas à mettre de l'argent gratuitement pour les privés. Vous êtes du privé, vous faites de l'argent, donc payez justement tout simplement vos redevances et puis on en parle. Le cahier des charges des médias audiovisuels privés impose un minimum de 20% de production d'émissions de développement et de promotion donc, des missions nationales et autres, jusqu'à 60% pour certains médias. Et lorsqu'on vous demande cela, et quand on vous demande en plus de produire de l'information, qui n'est pas un produit que l'on peut vendre comme cela, on demande d'investir beaucoup d'argent. Moi, j'aurais été une télévision, une radio commerciale, j'aurais décidé de faire rien que du jazz, par exemple, et j'aurais eu 1 ou 2 partenaires avec 4 personnes à travailler dans ma boîte, et j'aurais fait mon chiffre tranquillement. Je n'aurais posé le problème à personne. Là, on me demande de produire de l'information aux populations. Pour une télévision, prenons le cas de télévision, le minimum de personnel que vous employez, c'est 60. Minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 100 personnes, selon la taille que vous avez. Imaginez employer 60 personnes minimum, avec des qualifications. Ça requiert de la qualification. Vous pensez qu'on peut trouver des ressources pour payer ces gens dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui? Non. Nous sommes allés jusqu'à dire à l'autorité, si elle a besoin d'autorisation pour aller vérifier nos comptes en banque, elle peut comprendre que nous ne pouvons pas payer. C'est une question de réalisme. Nous sommes en face d'un mur que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi nous sommes allés voir le représentant du peuple. Vous avez l'impression de ne pas être compris et pourtant au niveau de la SPT, on vous dit qu'il y a eu des études qui ont été menées et qui permettent de dire que vous êtes capable de payer les 88,5 millions de francs CFA, tout taxe confondu. Je dis la vérité. Regardez déjà
dans cet espace dans lequel nous sommes et regardez combien de télévisions et combien de radios il y a. Regardez simplement à côté où les gens ont eu une vision. En Côte d'Ivoire, combien de télévisions il y a? Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire vivre une vingtaine, une trentaine de télévisions dans un petit espace. Pour vous, qu'est-ce qu'il fallait faire? Limiter le nombre de télévisions? Mais il faut faire un choix. Voilà pourquoi je dis que la vision n'est pas très claire, ni dans la tête de ceux qui ont conçu les choses, et ni dans la tête des populations. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre qu'on dise vous êtes une télévision. OK, donc vous avez des devoirs. Et on vous demande en même temps donc, de payer de l'argent pour être transporté. Je pense quand même que la SBT, normalement, c'est la première structure qui doit avoir cette mission de service public. Qui plus est, nous n'avons pas demandé à aller à la TNT. On vous l'a imposé. C'est une décision mondiale, nous sommes d'accord. Et pour vous dire ce qui s'est passé, moi j'ai suivi ce dossier depuis 2006. En novembre, j'étais à la francophonie à Paris et on m'a parlé du projet qui avait été donc, lancé à Genève en juin. Je dis, cette affaire-là, les Africains vont se faire encore avoir, parce que j'ai vu tout de suite l'opportunité qu'il y avait pour les fabricants de matériel, donc il fallait renouveler tout le parc. La preuve, en 2010, il y a une mission franco-suisse qui est arrivée ici, sous l'égide de l'UMOA, et a réuni les techniciens des radios-télévisions nationales. C'était en fait pour leur demander d'acquérir du matériel qu'eux étaient en train de vouloir laisser tomber. Je t'explique. Nous avons la technologie DVB-T que les Européens utilisaient. Et ils savaient très bien que l'année suivante, ils allaient passer à DVB-T 2. Et c'était ça qu'ils étaient venus pour vendre. Pour la première fois, j'ai salué le courage de nos techniciens. Ils ont tous refusé. Ils ont dit, si vous passez à la DVB-T 2, nous aussi, nous allons aller directement à la DVB-T 2. Et ça s'est arrêté là. Et après, bien sûr, on a commencé à engager le processus donc, de mise en place de la TNT. Donc l'environnement, vous l'avez dit, l'État n'a pas suffisamment préparé l'environnement d'entrer dans la TNT. Et aujourd'hui, les télévisions se retrouvent peut-être presque seules à devoir supporter des charges. Parce qu'il faut le dire, parfois aussi dans l'opinion, l'impression qu'on a, c'est que c'est juste ça que vous payez en termes de redevances et c'est tout. Mais à côté des 88,5 millions par an, il y a les autres impôts que vous continuez de payer. Bien entendu. Ça, c'est que la redevance. Ce n'est que la redevance. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on passe de l'analogique au numérique, on est censé déclencher quelque chose comme une sorte de baisse des coûts. Normalement, bon, je prends un exemple que nous avons donné à profusion chaque fois. Sous le règne de l'analogie, pour la région du centre, on payait 3 600 000 francs pour couvrir Ouaga et ses environs, par an. Pour la même couverture, aujourd'hui à la TNT, on nous demande 40 millions. Et vous savez que la plupart des télévisions qui ont été constituées ont élaboré leur modèle, leur business plan en tenant compte justement de cette donne, donc des questions de coûts analogiques. La preuve, lorsque les discussions ont commencé pour mettre en œuvre la TNT, on ne nous a jamais associés à ces discussions. Nous avons toujours posé la question, mais à quelle sauce allez-vous nous manger? On nous a dit non, ce n'est pas un problème, on s'occupe de tout. Il y a l'impression d'être surpris. Jusqu'au jour où nous avons été vraiment surpris avec le décret donc, qui dit qu'il faut payer 75 millions. On nous a dit, mais écoutez, on est parti de 300 millions à 200 millions puis à 75 millions. Mais vous avez demandé à qui? Oui, M. Eddy Kombiogo, vous êtes chef de file de l'opposition politique. C'est aussi une question qui doit vous intéresser. C'est une question de politique aussi publique aujourd'hui. C'est près d'une dizaine de télévisions aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation difficile. Je vais intervenir d'abord en qualité d'expert comptable. Il faut être réaliste. Quand j'étais commissaire aux comptes, je connais un peu la vie des médias. Ce ne sont pas des gens qui gagnent énormément. On ne peut pas demander une redevance d'une telle somme et continuer de prélever des impôts sur les bénéfices et les autres impôts. C'est énorme. Vous voyez, bon, ça c'est ce que je pense en tant qu'expert comptable. Maintenant, en tant qu'opposant politique, je crois que le gouvernement a encore raté son tir.
il ne faut pas s'acharner sur ce que votre production locale. Il y a des gens qui sont là, qui amassent des sous énormément, que je ne cite pas le nom, mais vous suivez mon regard, que peut-être 1 ou 2% de leur chiffre d'affaires aurait suffi pour couvrir ce que nous sommes en train de faire. Vous voulez parler des mines, par exemple, ou des compagnies de téléphonie mobile? Dans le même secteur d'activité. Dans le même secteur. Oui, ils le savent. Et moi, je le dis. Canal+, par exemple. Ben, voyez-vous, je n'ai pas dit, vous voulez citer Canal+, vous citez Canal+, moi je leur dis, et qu'ils doivent contribuer forcément à ce que nos médias se développent. Il faut avoir la foi. On ne peut pas venir exploiter mais nos médias aussi ont des partenariats avec Canal+. Oui, mais ce n'est pas grave. Mais ils payent là-bas également pour être transportés. Voyez-vous? Donc, c'est doublement... Nos médias ne peuvent pas se développer si l'État s'acharne sur eux et s'ils veulent se vendre à l'international, il y a encore un transporteur qui le leur encore demande encore de payer. Et où est-ce qu'ils vont trouver ces fonds? Il faudrait que l'on ait une vraie politique de médias, développement des médias locaux. Et à ce moment, il faut réduire les coûts. Et s'ils me consultent, je leur dirai où il faut aller chercher l'argent. Et je leur demande, et je suis solidaire, et l'opposition est solidaire pour votre lutte. Là, nous allons intervenir d'ailleurs pour vous soutenir, pour qu'on réduise les prix le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Oui. Donc, ce que j'allais dire, oui, c'est-à-dire que c'est... Bon, M. Kombogo a dit que nous payons à Canal. Mais Canal, disons, Canal est beaucoup plus futé que ça. Canal nous transporte gratuitement, en échange marchandises. Vous voyez déjà la différence. Donc, ça fait que donc on ne paye pas de numéraire, on ne paye pas d'espèces. C'est beaucoup plus souple. Et nous avons dénoncé depuis le début le modèle économique de la SBT qui ne peut pas être viable vu comme ça. L'État l'a d'ailleurs reconnu. Mais finalement, quand on reconnaît à la fin ce que nous avons dénoncé depuis le début, avec des propositions concrètes, quand on le reconnaît, pourquoi est-ce que vous voulez nous facturer des arriérés de ce que nous n'avons jamais accepté dès le début? On nous a forcé la main à aller signer une convention parce qu'on nous a dit, signez d'abord, vous allez rentrer en relation contractuelle avec la SBT et c'est à ce moment-là, après ça, que nous allons discuter avec vous. Et on n'a jamais discuté. On nous a fait cette force-là, nous sommes allés signer, il y a eu les élections, après personne ne nous a appelés, on nous a demandé de payer encore 3 millions pour que nous ayons, on remette sur le tapis la discussion. Personne jusqu'à présent. Et maintenant, la SBT, moi je dis, c'est l'État qui a fait. Parce que le comité de pilotage, donc, qui était dirigé par le Premier ministre, s'est délesté de la charge au profit donc, du conseil d'administration en disant on vous laisse avec le conseil d'administration. Mais c'est normal que donc, le conseil d'administration, voulant faire des chiffres, évidemment, voulant donc faire son travail, nous finalement, la SBT qui semble justement se baser presque exclusivement sur ses redevances pour son modèle économique. Ça aussi, parce que quand vous dites ça, on vous dit c'est aux médias d'avoir un modèle économique viable, tout simplement. Oui, mais quand je parle de taille congénitale, c'est justement à partir des études dès le début. Lorsqu'on permet à une trentaine de médias donc d'évoluer dans un même espace qui est déjà très étriqué, vous savez très bien qu'aucune société aujourd'hui ne fait vraiment de la publicité sur les médias traditionnels. Tout le monde va vers les plateformes numériques, y compris les grandes sociétés dont on parle ici. Alors, vous voulez que ça en vive comment? En tout cas, ça reste une situation compliquée. Vous avez vos solutions. Je voudrais rapidement prendre un mot avec notre invité, Adama Sigiri, le coordonnateur du JIRP. Vous êtes du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. C'est un mouvement qui est né, il y en a assez. Hein? Vous n'êtes ni OSC, ni parti politique. Finalement, comment vous positionnez? Et quels sont vos objectifs? Non, nous sommes un cadre de réflexion. Nous sommes un cadre de réflexion. On s'est rencontrés par la grâce de Dieu. Voilà, et nous avons décidé de mettre de côté nos égos et puis nos personnalités pour nous réunir, pour réfléchir sur la marche de la nation. Voilà. Avec quel objectif? Avec un objectif précis. Nous estimons que le contrat social sur lequel basé même, le contrat social d'abord est faux. Et c'est tout ça qui nous crée des problèmes. Aujourd'hui, on a des problèmes de gouvernance, on a des problèmes de justice. Donc nous avons décidé que pour le moment, il faut réfléchir pour redéfinir le contrat social entre le peuple et les gouvernants. Tant que nous continuons avec ce contrat social et cette façon de faire des élections, cette justice, même dans 1000 ans, on ne peut pas s'en sortir. Donc voilà pourquoi nous avons mis en place le groupe d'initiative pour la refondation de la
la patrie. Et vous parlez de refondation. Oui, refondation, comment et avec qui? Oui, refondation, non. Nous sommes des intellectuels. Nous allons assez réfléchir parce que c'est notre domaine. Quand vous regardez le groupe, moi j'ai beaucoup de respect pour mes camarades. Quand vous regardez le groupe, ce sont des hommes habitués d'abord à réfléchir. Moi, je suis un écrivain, c'est le travail que je fais pratiquement tous les jours. Donc, nous allons réfléchir sur des thématiques assez précises. Nous allons réfléchir, par exemple, sur la gouvernance politique. Nous allons réfléchir sur le modèle de démocratie. Monsieur le Président est là. Moi, je me demande, voilà toutes les bagarres autour du parti, cette façon électoraliste de voir les choses. Moi, je me demande, est-ce qu'avec ce système de démocratie, est-ce qu'avec cette façon de faire les élections, est-ce que même dans 1000 ans, le Burkina Faso peut s'en sortir? Donc, c'est un système qui a montré ses limites. C'est un système qui a montré ses limites, qui fait que le pays ne peut plus avancer. Donc, nous, on a mis en place ce cadre de réflexion-là. Nous allons mener des débats assez sérieux et nous allons redéfinir ce qu'on appelle un nouveau modèle de contrat social que nous allons proposer au peuple burkinabé, que nous allons proposer au gouvernement. Quitte à eux maintenant d'accepter ou de ne pas accepter. Autrement, de toute façon, nous allons faire la réflexion sur la gouvernance. Oui, effectivement, voilà, parce que nous sommes assez matures, nous sommes assez responsables pour pouvoir le faire. Nous allons produire de la réflexion sur la gouvernance, parce que nous allons aussi nous inspirer aussi de beaucoup de modèles de gouvernance. Tout le mal des Africains, c'est le fait d'être calqué sur le seul modèle. Et c'est le modèle français qui invite les gens à faire la même chose. Vous avez fait ça depuis les indépendants, vous avez fait ça, ça n'a pas marché. Pourquoi continuer de faire? Même si vous êtes né, vous trouvez que votre papa est en train de faire une chose et pendant 30 ans, ça ne marche pas. Si vous êtes assez intelligent, mais vous devez changer. Pourquoi ici, nous ne voulons pas changer? Pourquoi c'est le même modèle de gouvernance? Et voilà que M. le Président est là, les crises sont là, ce n'est pas seulement au CDP. Je dis que la même crise qui est actuellement au CDP, parce que Blaise n'est plus président, si le MPP quitte le pouvoir, dans 5 ans, la même crise va arriver au MPP. Et l'UPC, c'est pratiquement la même chose. C'est la même crise qui a tué l'UPC. Donc, c'est pour dire que d'abord, même ce qui pose problème, votre modèle, c'est un modèle caduc. Et je vous le dis. C'est pourquoi nous avons mis en place ce cadre de réflexion-là. C'est la démocratie, sous le format démocratique. Voilà, parce qu'il y a plusieurs formats. Moi, j'ai fait la philosophie, il y a plusieurs formats. Nous avons adopté le plus mauvais format qui soit. Et c'est le format français qui ne convient pas à notre sociologie, qui ne convient pas à notre type de société. Chaque société peut inventer sa forme de démocratie. Nous avons pris la plus mauvaise forme de démocratie qui soit, et voilà pourquoi nous ne pouvons pas bouger. Donc, notre cadre est là. C'est un cadre composé d'hommes assez matures. Nous allons ouvrir les adhésions, d'autres personnes vont venir nous rejoindre. Nous allons faire des débats assez sérieux. Nous allons organiser des conférences et nous allons débattre des thématiques sur la gouvernance, même sur la justice. Et nous allons faire des propositions de façon concrète pour dire au gouvernement, voilà le contrat social que nous devons adopter si nous voulons aller de l'avant. Parce que le modèle sur lequel vous êtes, c'est un modèle assez caduc. Et la modèle, c'est limite. Et si on est assez intelligent, on fait quelque chose pendant des années, ça ne marche pas. Il faut ouvrir l'esprit pour réfléchir vers d'autres horizons, pour voir si on ne peut pas trouver de nouvelles voies pour emprunter et puis avancer. Sinon, pour le moment, le Burkina est limite. Ce groupe pourrait se muer en parti politique par la suite? Pour le moment, nous sommes un cas de réflexion. Nous sommes un cas de réflexion. Comme je l'ai dit, pour le moment, c'est un cas de réflexion. Ce n'est pas une organisation de la société civile, ce n'est pas aussi un parti politique. Nous sommes assez matures. Peut-être, pour le moment, c'est un cas de réflexion. Vous êtes avec le docteur Haruna Louré, qui a même lancé récemment aussi un autre mouvement, les Révoltés. Oui, mais ça, c'est juste un mouvement des Révoltés. C'est juste un mouvement, un groupe de pression pour mettre la pression sur les dirigeants actuels. Je comprends cela avec le docteur Haruna Louré. Mais notre cadre, c'est un cadre qui est conjoncturel, qui répond à deux situations. Une situation conjoncturelle, parce que pour le moment, le Burkina Faso est très mal barré, mais aussi à une situation structurelle. Nous allons aussi faire des réflexions pour faire des propositions de façon structurelle. Voilà, des perspectives de façon structurelle. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas se développer avec des plans quinquennaux. Un plan de 5 à 5 ans, et vous êtes élu, même si M. Edi était élu pour 2020 et pour 2025, vous ne pouvez pratiquement rien faire. Et moi, je vous l'ai dit, dans les grands pays de développement, il nous faut des plans de 15 ans, de 20 ans, voire de 5 ans. Et nous, notre vision, c'est de nous projeter aujourd'hui pour dire, nous sommes en 2021, quel Burkina nous voulons peut-être en 2050 ou bien en 2060. Et nous pouvons faire des propositions par rapport à cela. Et la partie aux hommes politiques de voir s'ils vont accepter ou bien s'ils ne vont pas accepter. D'accord. Voilà. Nous sommes assez ambitieux, nous sommes assez ambitieux et nous savons vraiment ce que nous voulons faire. Vous êtes le coordinateur. Oui, je suis le coordinateur pour un mois, parce que pour nous, il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste pour un mois. Nous avons décidé de mettre de côté nos égos et vraiment j'admire mes camarades pour cette humilité-là que nous avons opté. Et comme les politiques, on va vous voir au pied du mur. On va nous voir au pied du mur, effectivement, on va nous voir au pied du mur. Mais pour le moment, c'est vraiment une version très originale, parce que, voilà, même lors de la présentation, c'est pratiquement les plus jeunes. Louré est le plus jeune, moi, je fais partie des plus jeunes. C'est nous qui avons présenté le mouvement, c'est nous qui étions au présidium. Pendant ce temps, nos grands frères Zagré et puis Yaro étaient assis. Donc, c'est déjà assez original ce que nous avons trouvé comme cadre de réflexion. Et moi, je me suis dit que nous sommes bien partis. Et si vraiment d'autres Burkinabés assez patriotes et assez sincères nous rejoignent. Et surtout, ce qui me plaît chez nous, c'est que je vois que tout le monde est animé par cet esprit de patriotisme. C'est ça vraiment qui me plaît. Vraiment, l'intégrité
l'intégrité. Voilà, parce que chacun est venu, comme disait M. Yoda, nous ne sommes pas des va-nu-pieds. Voilà. Chacun est venu déjà, il y a déjà quelque chose. Et sans manteau politique. Sommes, voilà, sans manteau politique. D'accord. Et nous sommes là pour réfléchir. Merci, de façon Adama conséquente. Sigiri. Merci beaucoup. Bon vent à votre groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Pour terminer, M. Chalma Yabissi, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, vous attendez aujourd'hui de l'autorité? Mais simplement qu'elle prenne ses responsabilités, prenne son courage à deux mains pour constater que nous sommes des concessionnaires de services, de missions de service public. Si l'autorité pense... Parce qu'on oublie cette dimension, si l'autorité pense que ce que nous faisons ne serait que donner l'information de façon plurielle à l'opinion, pour diversifier un peu et donc former, sensibiliser, éduquer. Surtout quand il y a crise, on connaît la valeur. Mais très bien, on a vu ça en 2014. Voilà. Donc aujourd'hui, regardez simplement, en termes de vision, nous avons un homme politique devant ici, autour de cette table. Regardez ce qui se passe sur les bouquets satellitaires. Regardez comment est-ce qu'on nous inonde d'images. Ce n'est pas anodin, c'est une forme de colonisation culturelle. Et la dernière fois, nous avons vu un peu ce qui s'est passé à la RTB. On a suspendu des gens parce qu'ils ont laissé passer un certain nombre de choses. Ce sont des valeurs qu'on nous inculque et qui sont faites sciemment. Si on ne nous donne pas la possibilité à nous, dans la mesure où nous avons aussi la possibilité d'être sur ces bouquets, donc de produire du contenu qui nous valorise et qui montre qu'on peut faire le monde autrement. Parce que le monde aujourd'hui, comme dit M. Sigiri, c'est un modèle occidentale qui est totalement en déliquescence. Et si l'Afrique ne peut pas produire et montrer qu'il y a quelque chose, des valeurs encore humaines, bon, c'est dommage. Dommage. Et produire du contenu, ça demande des ressources. Beaucoup d'argent. Et ce n'est pas en payant 88 millions et demi par mois, par an, plus d'autres impôts, on ne pourrait plus payer les personnels. Charges fixes, on ne pourra pas payer les personnels. qu'on pourra produire ce type de contenu. Malheureusement. Monsieur le Président du Congo, nous sommes en fin d'émission. Donc, pour dire que désormais, vous êtes réélu, mais il doit falloir ramener la paix dans la maison, la cohésion. Et ça, c'est notre paire de manches, ramener vos camarades en dissidence au niveau du CDP, ou alors il y a une décision aussi qui est tombée de suspension, ou alors vous continuez dans ce bras de fer, et avec quel objectif? Non, disons la vérité, ils n'ont une capacité de suspendre qui que ce soit. Ça n'ira pas loin. Il y a en politique... Est-ce que vous allez lever la suspension? Parce qu'il y a aussi une suspension à leur endroit. Mais écoutez, ce n'est pas moi, c'est le Congrès qui l'a entériné. C'est le BPN qui a proposé au Congrès. Vous voyez, ils savent, c'est comme ça que ça se passe dans le parti. Quand on veut sanctionner, on propose aux organes qui entérinent. Le Congrès a entériné la sanction, mais chez eux, je ne pense pas c'est quel organe. Bon, je pense que je ne voudrais pas dire un mot qui les choque ou quoi que ce soit, puisque je suis en train de les interpeller à rester plus militants, parce qu'ils ont beaucoup donné à ce pays-là, mais je ne pense pas qu'ils doivent finir de cette manière. Est-ce que vous allez tendre la main? C'est ce que ça veut dire. J'ai déjà tendu la main. Si vous avez écouté mon discours, j'ai dit de revenir pour que nous reconstituions un CDP plus fort et plus conquérant. Parce que le peuple nous regarde, nous devons le thème de notre congrès, c'était d'ailleurs le CDP, l'alternative crédible face aux enjeux actuels et futurs pour un Burkina réconcilié, résilient et prospère. Voyez-vous? Donc si on ne s'entend pas, si on ne se retrouve pas, si on ne construit pas un CDP fort, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. D'accord, ça sera certainement votre premier défi. Merci d'être passé dans cette info ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. C'est la fin de cette info. Tout de suite, direction Canal Olympia Ouagadougou pour la grande finale de Pépites d'entreprise édition 2021. Il est temps d'instaurer un nouveau contrat social au Burkina Faso. C'est la conviction.